Merci Marie. Merci. Alors avant de commencer, du coup, j'en profite pour te remercier directement Marie et remercier aussi Anka, donc l'UCC, le Club de la Presse, qui nous donne l'occasion de pouvoir présenter des sujets qui sont le cœur de nos métiers, mais qui sont aussi ce qui nous anime au quotidien. Alors déjà, merci pour l'organisation et c'est un plaisir de faire cette conférence aujourd'hui. Alors soyez indulgents parce que je vais parler et c'est Thomas qui va passer les slides, donc il y aura peut-être des loupés. Mais on va essayer. On dirait pas, mais on est l'un en face de l'autre. On va parler de la vintagisation. Donc, Marie l'a très bien présenté comme si c'était un mot qu'on connaissait. Mais justement, on va essayer de mettre des images dessus et surtout pourquoi on nomme ce phénomène qui nous permet aujourd'hui de faire du business et qui, j'espère, peut vous permettre d'en faire aussi. La révolution du commerce de seconde main et l'essor des marketplaces, c'est un phénomène qui nous suit depuis à peu près 2 ans, depuis qu'on s'est lancé dans la marketplace et on s'est rendu compte que ça pouvait permettre à beaucoup d'entreprises de pouvoir se démarquer et d'accroître leur business et pas forcément celle qu'on pense directement. Vas-y. J'ai appuyé sur place. Ah, donc, ah oui, alors, comment ça va se dérouler? On va se présenter rapidement, même si. Tu acceptes? Et en fait, j'entends les bruits, mais j'ai pas la proposition. Non. Non, c'est bon, je pense que tu acceptes. Enfin, j'ai l'impression que ça a été accepté. Donc la vinitisation, mettre des mots dessus, le nouveau contexte du marché, quel modèle, quels bénéfices et quelles opportunités vous pouvez en tirer, que ce soit en B2C, en B2B, vous le verrez, et finalement comment se lancer. Donc voilà de quoi on va parler. Ce que je vous propose, c'est de nous couper si vous avez une question. N'hésitez pas à utiliser le chat ou à lever la main et on mettra les micros. Voilà, l'idée c'est que ça peut être interactif. Pour avoir l'habitude, souvent, c'est les questions à la fin, mais voilà, je vous laisse être libre de vos mouvements, mais n'hésitez pas si vous avez une question et peut-être que la réponse interviendra plus tard, mais voilà, on peut démarrer. Alors, les présentations, donc moi, je m'appelle Sarah, je suis la directrice générale de Spray. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Mathias Léloin, qui est notre directeur du pôle tech et qui est d'ailleurs expert dans la marketplace, sans vouloir le faire rougir, et Thomas, qui est devenu expert aussi, mais surtout sur comment les lancer, qui est notre planeur stratégique. Alors rapidement, l'idée n'est pas de faire de la pub, je vous le promets, no panique, mais juste pour recontextualiser, parce que certains nous connaissent sous Rayman, donc on aime bien dire qu'on est la plus vieille des nouvelles agences parce que finalement, il y a plus de 50 ans d'expérience avec Rayman que je ne présente plus, mais voilà, qui a un fort ancrage dans la région et on est devenu Spray il y a un peu plus d'un an, aujourd'hui spécialisé dans le conseil, dans la stratégie de communication et dans le marketing digital. Rapide historique de ces dernières années, on a rejoint un groupe qui s'appelle La Fratrie en 2020. C'est ce qui nous a permis de solidifier, on va dire, nos expertises, d'intégrer aussi de nouvelles, notamment des pôles compétents sur des domaines d'activité différents, notamment la marketplace. Et aujourd'hui, voilà, ça nous permet de répondre aux besoins des annonceurs de manière plus forte avec des complémentarités métiers qui sont dans le groupe, comme l'événementiel, par exemple, ou encore la marque employeur. On est à Strasbourg, à Ilkirch pour ceux qui viennent de la région, qui connaissent peut-être les locaux Rayman et qui sont devenus Spray, à Paris et à Lyon. D'ailleurs, aujourd'hui, même si évidemment c'est pas le vrai fond, on est tous les trois à Lyon parce qu'on est allé voir les équipes qui sont d'ailleurs aussi en partie sur les sujets marketplace. Donc voilà, on a ce fonctionnement agile qui nous permet aujourd'hui de pouvoir mobiliser les bonnes équipes au bon moment pour pouvoir délivrer de la phase de réflexion à la phase de livraison des projets, répondre aux briefs avec des outils stratégiques, avec des créations d'activation, des contenus visuels, éditoriaux, etc. Donc voilà ce que fait Spray aujourd'hui. Rapidement, Spray en chiffres, alors on a plus de 50 ans d'expérience grâce à Rayman. On est presque 50 sur les 3 villes. On fait 5 millions de chiffres d'affaires. Et puis, ce qui est intéressant, c'est effectivement les deux grands pôles d'expertise dont je parlais tout à l'heure, la communication, avec tout ce que peut engendrer les besoins en communication en termes de planning stratégique, d'audit, de plateforme de marque, etc. Toute la partie identité aussi des activations et des concepts. Et la partie tech,
Aujourd'hui, vous verrez, finalement, on va parler un peu des deux parce qu'on se rend compte que voilà, il faut de la technique pour faire de la marketplace, mais il faut de la communication pour bien la lancer. Donc voilà, il y a aussi toute la partie audit et conseil e-commerce sur lequel aujourd'hui on est présent avec Spray. Mais ce qui était important, et ça va quand même finalement aussi vous aiguiller sur la suite et sur ce qu'on a envie que vous reteniez avec l'essor de la seconde main, c'est notre conviction. Aujourd'hui, on est avant tout animé par une conviction qui est la suivante, c'est celle qui fait des communautés le nouveau terrain de jeu des marques et des institutions d'ailleurs. Alors pourquoi on est dans un contexte aujourd'hui où les budgets de communication tendent à la baisse. Je pense que je n'apprends rien à personne, que ce soit agences qui sont connectées ou annonceurs, et c'est pas grave, mais c'est une réalité. Et on avait envie d'aider les marques et les institutions à aller à l'essentiel, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, pour être une marque, c'est pas facile. On demande beaucoup de choses à une marque. Et ça, pareil, que vous soyez marque ou agence, vous le savez, on leur demande de séduire, on leur demande de faire de la RSE, on leur demande d'utiliser des influenceurs ou pas, on leur demande de respecter la RGPD, on leur demande d'être tendance mais intemporelle. Enfin, on leur demande un tas de choses et c'est vrai que au moment du positionnement de Spray, on avait envie de se dire, OK, c'est bien beau tout ce qu'on demande, mais finalement, on va peut-être pas y arriver. Un humain n'est même pas capable de le faire. Donc, on s'est dit, aider les marques à aller l'essentiel, c'est peut-être le plus efficace aujourd'hui et c'est ce qu'elles ont besoin. C'est-à-dire gagner en singularité, gagner en engagement et le faire à travers cette notion de communauté. Alors, je m'explique. Les communautés aujourd'hui, ce ne sont plus des cibles. Euh, on part du principe qu'effectivement, c'est plus juste de s'adresser à des plus petits groupes de personnes parce que, voilà, il y a quoi? Il y a la digitalisation, il y a même l'ultra-digitalisation, il y a un besoin de reconnexion aux autres, il y a une société qui évolue vers de la communautarisation, justement. Et les anciennes notions de ciblage que vous connaissez, là, on parle de cible, hein, des CSP+, de 35-45 ans, on parle de propriétaires, on parle de parents, sont devenues un peu obsolètes. Et encore une fois, encore en B2C ou en B2B. Et ça laisse un regard un peu plus vrai sur ce qui fait vibrer les audiences, c'est-à-dire de connecter des personnes qui sont des plus petits groupes, qu'on appelle donc les communautés, et de les traiter de manière un peu chirurgicale pour essayer de comprendre ce qui les anime vraiment et pour porter un message de manière plus forte. Donc on va au-delà des cibles traditionnelles, de celles que vous connaissez, celles que j'ai pu citer, et on cible des personnes qui sont animées par des passions communes, par des vécus qui peuvent être communs, positifs, négatifs, voilà, par des loisirs, mais qui sont ultra connectés, pardon. Et c'est ce qui va nous permettre d'adresser un message qui est plus juste. Bah, voilà, donc notre rôle aujourd'hui, c'est de comprendre ces communautés, quelles sont les communautés de vos marques, qu'est-ce qui les rassemble, encore une fois, des émotions, des passions, des combats. Ça devient les principaux marqueurs qu'on va vouloir identifier pour pouvoir porter un message qui va être plus puissant puisqu'il va être diffusé d'une manière encore plus forte. Petit préambule sur le positionnement de Spray, sur comment on aborde les choses, parce que c'est ce qui va donner suite aussi à finalement ce qu'on a envie de dire aujourd'hui à travers cet essor de la marketplace. Donc, pour résumer, intéresser, inspirer, fidéliser vos communautés, c'est les comprendre et c'est ce qui va donner envie de les connecter en digital, en physique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la partie justement digitale, notamment via les marketplaces, et on va y revenir un peu plus tard. La vintagisation, merci, pardon. Vas-y. Alors, c'est quoi? Alors, c'est un mot qu'on a inventé, enfin, on pense. Peut-être qu'on n'est pas les premiers, mais en tout cas, on l'a inventé et ça fait référence à Vinted, hein. Ça, je pense que personne, je n'apprends rien à personne. C'est l'essor des plateformes C2C qui sont inspirées par ce modèle, par Vinted, où les consommateurs peuvent acheter et vendre directement entre eux. Je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes connecté, tout le monde sait ce que c'est une marketplace, mais on y reviendra de toute façon tout à l'heure. Mais voilà, on avait envie de l'appeler et c'est aussi bah, suite au concept de libérisation que vous connaissez qui s'est déployé depuis quelques années. On s'est dit, bon, bah voilà, il y a eu l'ubérisation des entreprises, il y a eu plein de choses qui se sont créées après ce phénomène. Pourquoi pas la vintagisation, pardon, aujourd'hui.
Parce que les marketplaces, c'est Vinted, mais ça peut aussi être Facebook Market, ça peut aussi être Allo Voisin, ça peut aussi être Vestiaire.co. Enfin voilà, chacun son truc, mais il y en a partout et je pense que certains en utilisent alors qu'ils le savent même pas. Je disais justement à Thomas et Mathias, j'ai découvert que le site de Nature et Découverte était une marketplace en faisant mes achats de Noël. Cultura aussi, enfin voilà, on en découvre tous les jours. Donc finalement, il y a vraiment des opportunités partout, sans spoiler. Donc les impacts, pourquoi on a envie d'y aller? C'est un impact écologique, hein, même si aujourd'hui des gens encouragent à ne pas revendre, mais à donner. Enfin, voilà, on contentera jamais personne, mais ça a un impact forcément sociétal qui est important. C'est pas un secret. Ça permet aux entreprises de développer des initiatives RSE. Ça va réduire la surconsommation normalement. Mais voilà, j'ai lu une étude que vous avez sûrement vu passer aussi sur LinkedIn avec Le Bon Coin, où on confirme encore que la réduction de l'empreinte écologique, c'est une démotivation principale des personnes qui utilisent la seconde main. Le deuxième impact, et c'est de secret pour personne non plus, c'est un impact économique. Pour revenir à l'étude, c'est la motivation principale hein, des acheteurs, c'est bien la maîtrise des budgets. C'est forcément plus important chez les producteurs ou les retailers qui ont des modèles qui sont fondés sur la vente du neuf, donc ça va encore plus les challenger. Et voilà, aujourd'hui, on a quelques chiffres que vous pouvez voir à l'écran. 61% des Français cherchent d'abord si un produit est disponible d'occasion avant de l'acheter neuf. C'est un chiffre qui est considérable, qui est conséquent et qui est forcément à prendre en compte dans les habitudes de consommation. Il y a des modifications du critère d'achat. Voilà, aujourd'hui, il y a 70% des Français qui vont préférer acheter des produits d'occasion de qualité plutôt qu'un produit neuf premier prix. Donc, il y a aussi une sorte de prémomisation derrière tout ça qu'on doit prendre en compte. La pression sur les prix, hein, évidemment, la seconde main est moins chère que le neuf, donc ça oblige les retailers notamment, mais aussi les producteurs à repenser un peu leur marché. Et donc ça remet en question finalement la valeur ajoutée du neuf. Aujourd'hui, qu'est-ce que veut le consommateur? Et finalement, est-ce que ça serait pas le moment d'y aller parce que bah, c'est, on va dire, l'avenir du commerce. Ça nécessite en tout cas de s'y intéresser, de trouver le meilleur moyen pour s'en servir, plutôt que d'en souffrir. J'étais obligée, mais c'est comme ça qu'on va le dire. Et voilà, donc le nouveau contexte marché, je me permets de laisser la parole à Thomas pour l'aborder. Yes. Donc bonjour à tous. Effectivement, en fait, la notion de vintagisation et tout ce qui vient avec, c'est pas né de nulle part. Et ce phénomène de société, et ce phénomène de consommation, euh, aujourd'hui est né finalement d'un phénomène encore plus large qu'on vous représente ici avec quelques images. Sarah en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. C'est aussi pas pour rien que finalement c'est devenu que c'est devenu et que c'est depuis un petit moment maintenant le cheval de bataille de l'agence. Ce sont les communautés. Alors, des communautés, vous pouvez en avoir de toutes sortes. Ici, par exemple, vous avez la communauté des grands fans de Pokémon qui, aujourd'hui, pour certains, même après 40 ans, jouent encore à Pokémon Go, qui, à 60 ans, sont encore collectionneurs de cartes. En réalité, c'est pas des personnes qui sont définies par un âge, mais qui simplement sont rassemblées par une passion, à l'origine qui était un jeu, puis des dessins animés, maintenant qui sont des rencontres physiques ou des rencontres virtuelles autour desquelles les personnes peuvent échanger en toute, en, enfin, sans honte, en tout cas, sans se dire ah bah oui, je suis fan de Pokémon et en fait c'est plus branché. Vous avez d'autres communautés qui sont rassemblées par exemple par la réalité de leur vie, à savoir un enfant. Donc là, on vous a mis quelques éléments un peu rigolos de la vie d'un parent, notamment la crèche roulette. C'est-à-dire est-ce que votre enfant va rentrer avec une gastro, une otite ou des poux. Ça dépend si c'est lundi, mardi ou mercredi. Et on remercie la maman de Célia de préparer des gâteaux sans alcool pour la prochaine kermesse de cette année. En réalité, ce sont des détails qui nous permettent en fait Allez, quelqu'un va autoriser. C'est bon, c'est bon. Merci. Ce sont des détails de la vie de ces gens-là qui finalement vont faire les insights qu'on va utiliser pour travailler notre communication derrière. C'est-à-dire, voilà, vous le verrez tout à l'heure, mais encore une fois, on ne parle plus de CSP+, ou
X ou Y type de critères sociodémographiques, mais vraiment de la réalité de la vie des gens. Cette réalité, elle peut être aussi derrière une passion du type et peut donner naissance à des innovations. Alors, on parle de la pétanque, et effectivement, avec cette blague où pendant que Jeff Bezos et Elon Musk font la course à l'innovation pour conquérir l'espace, pendant ce temps, nous, en France, on invente un cochonnet lumineux pour jouer à la pétanque la nuit. Une opportunité d'ailleurs qui n'est pas inintéressante à saisir pour une marque comme Ricard qui pourrait développer un Ricard fluorescent qui permettrait de matcher avec ce cochonnet. Une autre communauté qui se bat pour un combat ou en tout cas pour une forme de reconnaissance, c'est les bricoleurs qui ne savent pas bricoler. Dont je fais partie, je serais tout à fait capable d'avoir peint la pièce de puzzle à gauche. D'autres communautés se réunissent autour de combats. Ici, vous avez par exemple la communauté des personnes rousses qui se réunissent autour du Red Hair Day, qui est très répandu dans les pays anglo-saxons, mais qui commence à faire son chemin aussi vers d'autres pays en Europe, qui est un jour de mobilisation qui leur permet non seulement de se retrouver entre eux, de discuter encore des discriminations qui sont toujours existantes pour les personnes qui ont cette couleur de cheveux, malheureusement. Les communautés, aujourd'hui, elles ont tous les âges, tous les genres. Et donc, par exemple, quand on parle à une communauté sportive, en particulier la communauté des bodybuilders, par exemple, aujourd'hui, encore une fois, tout âge, tout sexe, tout CSP, une seule passion, c'est celle de se surpasser et de dépasser les limites de son corps. Et ces communautés, en réalité, elles sont au cœur des business et des enjeux. C'est elles qui vont définir l'avenir de nos métiers, de la communication, et qui donnent naissance, par ricochet, à cette communautarisation digitale dont on vous parle et qui est le thème d'aujourd'hui. Et ça se concentre en un constat, c'est qu'aujourd'hui, on passe de ce qu'on appelait la love brand, la marque amour, celle que tout le monde aime, celle qui est consensuelle, celle qui veut faire en sorte que tout le monde l'aime. Je vous prends par exemple l'exemple de Nutella, la famille parfaite, le sourire parfait, les matins absolument merveilleux où tout le monde est beau, le beau sourire et a une bonne haleine, versus la cult brand. Donc, c'est-à-dire que la cult brand, c'est une marque qui décide de s'orienter vers le fait d'être culte, donc c'est-à-dire à la fois une marque qui est culture en elle-même, qui a un impact culturel, mais qui a un impact tout court. Quand on est culte, c'est qu'on a décidé à un moment de créer une rupture quelque part. Une rupture dans l'histoire, une rupture dans les modes de consommation, ou une rupture simplement dans les messages qu'on envoie. C'est nécessairement un peu plus clivant, mais c'est beaucoup plus puissant. Parce que quand on décide de ne pas plaire à tout le monde, on va plaire beaucoup plus à ceux à qui on s'adresse. Et c'est là tout l'essence de notre constat et tout l'essence du message qu'on a envie de faire passer aux marques, aux clients avec lesquels on travaille. Et donc voilà le résumé de ce qui vous a été dit depuis tout à l'heure. On vous souhaite donc la bienvenue dans la société de communauté. J'entends une voix. Est-ce que quelqu'un a essayé de poser une question? Ah, c'était un... donc, bienvenue dans la société des communautés. Donc, c'est-à-dire qu'on vous invite aujourd'hui, que ce soit de l'étape de planning stratégique jusqu'au déploiement des outils qui auront été identifiés pour adresser les communautés qu'on aura ciblées pour vous, on vous invite à parler de regroupements émotionnels et comportementaux plutôt que de simple ciblage sociodémographique. Encore une fois, on ne parle plus de CSP+, ou de tranche d'âge, on va parler de personnes qui se rassemblent par des émotions communes, des perceptions, des passions, des valeurs, et donc nécessairement par les contenus qu'elles consomment. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez comprendre, notamment aussi comprendre le fait que ce constat et cette évolution de société ne se limitent pas qu'aux nouvelles générations et pas qu'au B2C. Aujourd'hui, si vous êtes une marque B2B, vous pouvez très bien, vous devriez d'ailleurs, vous reposer sur ce phénomène pour mieux comprendre les personnes avec qui vous travaillez. Donc aujourd'hui, j'ai 3 exemples pour vous illustrer ce qu'on entend par là. Le premier, ça va être Menopositivity by Vichy. Vichy est une marque qui s'adresse de manière générale à toutes les femmes, tous les hommes,
et qui porte un message un peu, enfin, qui se confond, qui est frontalement face à Dove sur le bien-être dans son corps et sur le fait de pouvoir mieux assumer l'évolution de son corps. Plutôt que de lancer un filet extrêmement large et d'y faire tomber éventuellement 2 ou 3 poissons, désolé pour la métaphore, c'est mes métaphores chasse et pêche aujourd'hui, on peut, enfin Vichy a décidé de lancer des filets beaucoup plus fins, mais beaucoup plus efficaces, nécessairement moins onéreux aussi, en termes de ciblage média, d'investissement média, parce qu'on va cibler plus petit, on va avoir un message plus efficace, et donc là, en l'occurrence, ils se sont adressés aux femmes qui traversent la ménopause. La ménopause, on la traverse évidemment à une certaine tranche d'âge, mais en fait, elle peut arriver relativement tôt ou relativement tard, et on peut la vivre de différentes manières. Certaines femmes se sentent dé- désemparées d'une part de leur féminité. D'autres femmes le vivent bien comme une nouvelle étape de leur vie. Le but pour Vichy là-dedans était simplement de les faire se rencontrer autour d'une rencontre positive et donc justement de pouvoir s'adresser précisément aux femmes enfin, de pouvoir s'adresser à l'entièreté des femmes, de montrer à l'entièreté des femmes euh, que la marque s'y intéresse, mais en prenant un pan de la vie des femmes qui en réalité est un vrai tournant Oui, et qui lève le tabou. et qui lève un tabou. Au lieu de faire une fatalité, enfin, de garder la fatalité de la ménopause, qui est de toute façon quelque chose qui arrive, d'en profiter pour faire un événement où on libère la parole et d'associer d'ailleurs les entreprises, puisque ça a permis à la marque de faire des conférences sur le fait peut y avoir un changement et de se faire rendre compte les managers que oui, il y a une étape de vie des femmes dans les entreprises qui peut avoir un impact sur l'humeur, sur le physique, sur l'état de santé de ses collaboratrices. Exact. Et du coup, ce constat-là qui finalement a mené, il y a un côté joyeux dans ce constat, c'est que finalement tout ça, toutes ces réunions, tous ces moments d'échange se réunissaient autour de quelque chose de joyeux. Et d'ailleurs, on considère du coup les communautés comme étant aussi l'opportunité de travailler le planning stratégique différemment. Jusqu'à présent, quand une marque venait nous voir, en général, on a toujours tendance, cette vieille tendance un peu scolaire, à aller chercher ce qu'on appelle le pain point, ou en tout cas la problématique, de déceler ce fameux insight, et l'insight étant du coup nécessairement une problématique que l'on pourrait résoudre, ce qui peut paraître quand même assez prétentieux quand on y pense. Et la réalité, c'est qu'on peut aujourd'hui passer de pain point à ce que nous on appelle maintenant aussi le happy point, c'est-à-dire que les personnes ne sont pas nécessairement toujours en difficulté et elles n'ont pas besoin d'être toujours en difficulté pour qu'on puisse avoir un impact, et que nos messages puissent avoir un impact, parce qu'une communauté a des émotions négatives comme elle peut avoir des émotions positives. On prend l'exemple de Bongard, qui est un sujet sur lequel on a travaillé, donc B2B, dans lequel en fait on devait donc travailler sur les fours, un outil technique, technologique et digital qui permettait en fait de faciliter la vie des boulangers-pâtissiers en France et en Europe, et donc de leur aider aussi à augmenter leur marge, parce qu'ils perdaient de la marge. Donc on peut voir les boulangers-pâtissiers comme des personnes qui, voilà, je caricature volontairement, qui pleurent sur leur facture d'électricité chaque fin de journée sur leur oreiller, et on aurait pu très bien se tourner vers une communication assez traditionnelle où on va leur dire: bon, bah, écoutez, on est là pour, voilà, l'électricité, ça va pas, bah, du coup, on va rattraper vos marges ailleurs, et donc être dans un message de pure efficacité, de pure efficacité économique. La réalité, c'est qu'on a trouvé un concept qui permettait non seulement de raisonner économiquement avec eux, mais de raisonner avec leurs émotions. Et ce concept, et cet univers, et cet insight, il était joyeux. Il n'était pas du tout, c'était pas du tout la recherche d'une problématique. Donc je vous inviterai à aller regarder TikTok. L'année dernière, il y a un an et demi, une grosse mode était pour les boulangers-pâtissiers de partager sur leurs réseaux sociaux et sur TikTok en particulier ce qu'ils appelaient les fails de leurs apprentis. Où vous avez par exemple un apprenti boulanger qui littéralement, excusez-moi, pardonnez l'expression, mais qui littéralement foire totalement l'entièreté
d'une production parce qu'il a laissé les pains à lever un tout petit peu trop longtemps. Et ils en rient en réalité. Ils en rient, ils en font des vidéos, ils le partagent parce que c'est quelque chose qui connecte tous les boulangers-pâtissiers, c'est une expérience qui est commune. Et donc c'est sur cet axe-là et c'est sur ce sujet-là qu'on a décidé de travailler nos messages de communication, qui sont du coup plus réalistes et plus en phase avec ce qu'ils vivent toute la journée. Donc c'est-à-dire, c'est comme si on s'était initié dans leur cuisine, le temps d'un instant. Et enfin, vous avez les communautés subies versus les communautés choisies, Blablacar. Je vais vous la faire courte, mais en réalité, pendant une grande période, le covoiturage était plus ou moins subi. On n'avait pas l'argent, on n'avait pas les moyens. Donc, on cherchait des personnes qui pouvaient nous emmener parce que du coup, ça nous permettait de nous déplacer pour moins cher. Blablacar, à travers sa communication et en s'adressant à cette communauté-là, a fini par en faire une communauté choisie. Aujourd'hui, des personnes qui même ont les moyens vont choisir le covoiturage parce qu'elles en ont envie, parce qu'elles le préfèrent, parce que c'est un moment de blabla, justement, et donc de rencontre, qui a pris une telle ampleur qu'aujourd'hui, elle a un impact social, sociétal, sur l'État, sur nos vies de tous les jours. À Strasbourg, on le voit bien, une tranche de l'autoroute du je ne sais plus son nom. Bref, c'est pas qu'à Strasbourg d'ailleurs, c'est dans la France entière, des tranches entières d'autoroutes qui sont consacrées au covoiturage uniquement. Donc, encore une fois, une transformation profonde de la société et des habitudes qui vient d'une communauté qui est devenue de plus en plus puissante. Sachant que Blablacar, du coup, c'est une des premières marketplaces également. Oui, Parce que du coup, sans le savoir, Blablacar avait utilisé le système de marketplace avec concrètement donc des gens qui vendent qui proposent des trajets et d'autres personnes du coup qui les achètent. Et donc en fait, ça montre également que même sur une des plus anciennes, donc qui a plus de 10 ou 15 ans, en gros, les communautés et les marketplaces ont toujours été liés. oui, exactement. Et c'est d'ailleurs là où c'est ça qui va donner naissance au phénomène dont Mathias va vous parler. C'est que ce contexte fait fleurir les offres. Quand on est dans un contexte de communautarisation, de polarisation, qui n'est pas nécessairement d'ailleurs mauvais, parce qu'on parle de communautarisation et de polarisation politique, religieuse, et ça c'est un pan de ce phénomène. La réalité, c'est que de manière générale, les gens se communautarisent de plus en plus parce qu'ils ont les outils qui leur permettent de le faire. Donc, en France, par exemple, là, vous avez très récemment une publication qui a été partagée par Influencia sur les tendances phares d'un marché fragmenté de la marketplace. Parce que fut un temps, la mode, c'était Le Bon Coin, eBay, etc. Donc des marketplaces généralistes. Aujourd'hui, la marketplace est un marché qui se fragmente parce que justement, et on va y revenir, les personnes souhaitent plutôt se retrouver sur des marketplaces qui sont communautaires et qui leur permettent donc de se retrouver entre elles autour de passions communes ou de recherches communes. Quand on pose d'ailleurs la question aux personnes si elles ont déjà consommé sur une marketplace, près de 80% des personnes vont répondre oui. Encore un article qui est paru très récemment, c'est le boom du cadeau de seconde main, et c'est très d'actualité, c'est que cette année en particulier, déjà l'année dernière, mais cette année, on se rend compte que la plupart des personnes affirment déjà avoir offert un cadeau de seconde main, mais surtout que de plus en plus de personnes le considèrent. Et c'est pas du tout un phénomène qu'il faut prendre à la légère. C'est pas simplement un phénomène que vous, en tant que particulier, vous allez vivre parce que vous avez acheté votre cadeau de seconde main. Certains d'entre vous être propriétaires de marque, être responsable de communication marketing de marque. Et encore une fois, comme Sarah le disait, ce phénomène ne va faire que prendre de l'ampleur. Et c'est aussi notre devoir de l'agence conseil de vous prévenir qu'il est plutôt temps d'en profiter d'un point de vue communication, d'un point de vue business, plutôt que de le subir parce que vous aurez été les derniers ou même les troisièmes ou les quatrièmes à vous rendre compte de l'opportunité que ça pouvait représenter. Et donc, je laisse la place à Mathias pour le volet plus important qui est vraiment rentrer dans le dur du sujet, c'est-à-dire le marché, le business, les opportunités et donc les modèles qui existent. Yes, exactement. Et du coup, pour introduire, on a parlé de communauté, on parle de la vintédisation, donc tirée de Vinted.
Et donc, en fait, derrière tout ça, une fois qu'on a identifié un peu les opportunités, bah, forcément, il y a un outil, puisque tout ça se passe en fait quand même sur un outil tech qui est la marketplace, et donc in fine qui est un site. On connaît tous Amazon, donc il y a on va dire l'exemple par excellence de ce on va appeler une marketplace B2B, et on va avoir Vinted ou Le Bon Coin, qui vont être un très bon exemple de marketplace C2C. Et d'ailleurs, Amazon B2B et B2C, pour revenir là-dessus. Et concrètement, après, pour citer déjà pour l'instant les modèles, les différents avantages de chaque modèle, là, je m'adresserai plutôt à des entreprises plus qu'à des particuliers. Mais vous voulez lancer un projet, vous avez déjà une marque existante. Dans tous les cas, dans l'époque actuelle et avec l'analyse même que vous avez pu avoir au niveau des communautés, c'est extrêmement intéressant et extrêmement florissant d'avoir une marketplace. Donc, dans les deux exemples, vous avez une marketplace C2C, donc type Vinted, où vous allez pouvoir à la fois donc, toucher de nouveaux clients. Il faut se dire également que dans une marketplace C2C, donc ça veut dire que les clients vont vendre leur article, donc c'est eux qui amènent l'offre, et vous avez également des clients de l'autre côté qui viennent l'acheter. Donc en gros, on reviendra dessus, mais c'est deux fois plus dur du coup, parce qu'il faut trouver des vendeurs et des acheteurs, mais par contre, ça peut créer des opportunités, et ça peut également rassembler des communautés. Donc en fait, d'un point de vue purement business, vous vous rémunérez dessus via des frais tout simplement. Et en même temps, vous pouvez faire le double jeu parce que niveau image de marque, pour une entreprise existante, forcément, déjà ça montre que vous êtes quand même ouvert. Vous êtes ouvert en fait quand même à des problèmes ou à des changements sociétaux. Ça montre aussi, en fait, ça permet également d'avoir un nouveau pan. Il y a des entreprises tout simplement qui sont par exemple des très grands retailers, vendent déjà de nombreux articles et se disent bah, vu que je vends déjà plein d'articles neufs, autant proposer un marché pour que ces mêmes articles puissent être revendus en fait en seconde vie. Donc on est sur de la rétention client pure. Et en fait, on les fidélise, on leur donne les outils pour qu'ils puissent revendre. Enfin, en gros, là, clairement, vous touchez à peu près tous les bons points. Dans cet écosystème-là, ce qui est très intéressant aussi, et alors on le retrouvera aussi sur le modèle B2C ou B2B que je montrerai après, c'est clairement de la data. Forcément, plus vous avez d'offres, plus vous avez de clients, plus vous allez pouvoir récolter de data, plus vous allez pouvoir faire également de la rétention et plus vous allez avoir de la data. C'est quand même assez fou de se dire, dans l'état actuel des choses, par exemple, je vais vendre un produit neuf, je vais connaître la vie du produit neuf. Et ensuite, je vais savoir également comment est-ce qu'il est revendu, à qui est-ce qu'il est revendu et où est-ce qu'il est revendu. Donc, ça veut dire qu'en fait, on s'offre et on touche une donnée qui était avant, en fait, inespérée. Et donc, ça permet d'analyser à la fois, en fait, d'un point de vue C2C, il y a une marketplace qu'on a lancée il y a 2 ans, et il y a une réflexion qui était extrêmement intéressante dessus, qui était de se dire, on va penser à la seconde vie du produit au moment où on le fabrique. Et donc, en gros, ça, c'est tout ce qui enraye la fast fashion. Parce qu'en fait, la fast fashion actuellement, c'est j'achète un produit pas cher et je le mets, et puis après, bah, de toute façon, je m'en débarrasse. Et contre ça, vous avez un autre modèle où concrètement, vous achetez un produit très cher, on dit il est de très bonne qualité, vous allez le garder. OK. Mais en fait, où est la preuve? Où est la preuve qu'il va être gardé? Et bien maintenant, lorsque vous avez des marketplaces difficiles, lorsque vous avez Vinted, la preuve, elle est là. L'article, sans les citer, de très mauvaise marque ne va quasiment jamais être vendu sur Vinted, alors qu'un article de très bonne marque peut être vendu 1, 2, 3, 4 fois. Et en fait, c'est vraiment une preuve par l'exemple pur. Et d'ailleurs, ça peut être un des grands leviers pour dire ça sert à rien d'acheter. Autant acheter cher, puisque de toute façon, vous allez pouvoir le revendre. Donc, in fine, en fait, sans être un investissement, vous allez pouvoir quand même avoir un amortissement sur ce que vous avez acheté. Sur le modèle des marketplaces B2B, B2B ou B2C, là, vous allez pouvoir en fait offrir un panel de services différents. Par exemple, si vous proposez déjà, vous touchez déjà une grande cible professionnelle, disons dans le secteur du bricolage, parce que vous leur offrez un service quelconque, vous avez déjà toute cette cible, vous avez tout intérêt, par exemple, à venir trouver une offre. Donc, l'avantage de la marketplace, c'est que l'offre, vous n'avez pas besoin de sourcer vos produits ou de créer vos produits. En fait, vous trouvez des vendeurs qui souhaitent venir sur votre marketplace, vous adressez à votre communauté. Donc, si vous avez déjà l'un des deux, vous êtes déjà gagnant.
parfois des clients ou des gens ont déjà en fait les vendeurs, ils ont un grand catalogue, ils se disent bah, autant que je les agrège, et donc ils ont juste besoin de trouver, on va dire, leur communauté et leurs acheteurs. Et parfois, on a déjà la communauté parce qu'on est déjà dans notre entreprise ou nous-mêmes, on est déjà très actifs dans un secteur. Et du coup, en fait, bah, il faut juste, entre parenthèses, aller trouver son offre. L'avantage que vous offrez là-dedans, c'est forcément lorsque vous proposez une offre, alors contrairement à Amazon qui va être, on va dire, très large, comme Vinted ou comme Le Bon Coin peut l'être actuellement, si vous vous adressez, par exemple, je prends donc l'exemple des bricoleurs, vous avez une communauté de bricoleurs, vous souhaitez leur offrir une offre B2B très précise, ils vont se retrouver entre eux, ils vont se retrouver entre experts, vous allez faciliter leurs transactions, là où en fait ça pouvait être plus compliqué avant, sur des marketplaces plus généralistes. Vous allez également si vous êtes déjà dans le secteur, bah, vous allez répondre à un besoin, à leurs besoins. Donc en fait, pareil, c'est toujours il y a encore de la rétention. Vous leur offrez un service, vous leur offrez un service de plus. Ça vous permet également d'avoir des revenus supplémentaires et d'avoir de la data. Donc en fait, vous avez des opportunités un peu sur ce type de modèle. C'est des modèles qui peuvent se construire quand même assez aisément. Le cœur de tout ça, c'est la tech, et on en reviendra. Il y a la tech, il y a quelle est l'idée, mais ça répond à plein d'enjeux. Ça peut fidéliser des clients, ça peut vous donner de la donnée, ça peut générer des revenus. Enfin, il y a vraiment tout. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, pensez à votre marché actuel, pensez à soit comment situe l'entreprise, est-ce que vous avez une idée ou qu'est-ce que vous connaissez. Vous verrez qu'en fait, les opportunités, elles sont nombreuses. On ne va pas donner toutes les clés du succès, mais il y a quand même des éléments qui sont très importants, donc je les ai déjà cités, je repasserai très rapidement dessus. En fait, actuellement, déjà, acheter sur Internet en pure player, enfin, sans parler de marketplace, c'était déjà quelque chose qui était compliqué il y a encore quelques années, parce qu'en fait, c'était tout simplement un problème de confiance. Si on demande aux Français en général, de toute façon, des achats sur Internet, il y a encore toute une génération qui n'ose pas. En fait, toujours peur d'arnaque, toujours peur de mettre sa carte, etc. Alors que finalement, maintenant, tout se passe bien. Sur la marketplace, c'est encore un autre niveau. Vous vendez entre vous, donc les arnaques peuvent exister. Ça a quand même commencé à la base avec les balbutiements de la marketplace, c'était avec Le Bon Coin, etc. Et au début, c'était quand même pas, c'était le temps que ça se mette en place, c'était quand même pas fou et ça n'a pas forcément rassuré tout le monde. Donc en gros, pensons réassurance, donc des KYC, donc simplement vérifier, ce qui paraît normal maintenant, l'identité du vendeur pour qu'il puisse vendre et ensuite toucher son argent. Offrir un système de notation classique, mais savoir en fait, maintenant c'est quelque chose qu'on utilise partout sur Google, etc. pour n'importe quelle entreprise, donc pourquoi pas noter un vendeur qui soit particulier ou professionnel. Et les garanties que la plateforme peut proposer. Par exemple, une plateforme de montres qui va vendre des montres qui peuvent souvent valoir cher. Très souvent, ils vont proposer en fait une vérification. Vous allez, soit ça va être compris dedans, soit vous allez payer un peu plus cher. Généralement, vous allez forcément le prendre. Quand une montre vous coûte 2000 euros, par exemple, ça vaut quand même le coup de payer 20 euros pour la faire vérifier, authentifier et ensuite la recevoir. Et donc, en fait, tous ces petits éléments viennent lever des gros points de blocage. Au niveau des modèles, la rémunération, c'est le nerf de la guerre en marketplace parce que vous rémunérez, c'est des frais sur du volume de vente. Donc en fait, vous pouvez faire des millions de volumes de vente. Vous allez par exemple avoir 5 ou 6% de frais sur les ventes. C'est pas forcément la chose qui va vous rémunérer le plus. Donc en fait, c'est important de bien réfléchir à son modèle en amont. Est-ce qu'on prend les pourcentages sur les vendeurs? Est-ce qu'on vend sur les acheteurs? Est-ce qu'on fait sur les deux? Vous avez des systèmes d'abonnement qui marchent très bien. Sur Vinted, un de leurs gros revenus, c'est clairement le boost. Vous, ça vous coûte que 1, 2 ou 3 euros, mais pour eux, c'est des revenus fous. Ça se fait dans du volume. Et après, vous pouvez avoir justement les options supplémentaires, comme j'avais pu le parler, avec tout ce qui va être justement proposer une vérification d'article, proposer une assurance de livraison, etc. Et maintenant, du coup, comment est-ce qu'on se lance? J'ai commencé à donner quelques pistes, etc. Ça vous donnera peut-être des idées. Déjà, il faut avoir la bonne idée. Moi, j'ai tendance à dire que la bonne idée, c'est 10 ou 20% du travail, grand max, parce que derrière, en fait, bah, il faut la mettre en place, hein. Mais déjà, il faut identifier sa communauté, savoir si il y a des opportunités, c'est-à-dire si la communauté est assez grande. Actuellement, c'est un peu le Far West, hein, je pense qu'on se rend pas compte, mais les marketplaces, c'est pas si récent que ça. Là, je vais plus m'orienter vers du C2C, parce qu'on est sur la digitalisation, donc vers de la seconde main. Mais cherchez des marketplaces communautaires dans ce que vous aimez. Réfléchissez à vos hobbies et regardez si ça existe. Vous allez voir que ça n'existe pas, pour la plupart. Les grands sports, le vélo et les choses comme ça, oui. Mais pour l'instant, en fait, les opportunités, elles sont partout. Ensuite, la solution tech, ça va vraiment être le nerf de la guerre. Il faut faire très attention.
En gros, une marketplace, c'est quelque chose qui est forcément qui est technique, puisque vous allez avoir, contrairement à un site e-commerce, vous allez, là, je vais prendre encore une fois plutôt le C2C, mais vous allez avoir un formulaire de vente. Donc, il va falloir que quelqu'un puisse vendre puisse mettre en vente un produit. Il va falloir que quelqu'un d'autre puisse l'acheter. Il va falloir qu'ils communiquent ensemble. Il va falloir qu'il y ait de la sécurité. Il va falloir qu'il y ait du paiement en séquestre, puisqu'en fait, forcément, le paiement, il est mis sur un compte tiers le temps que la personne reçoive son article et le valide. Il faut générer les bordereaux d'envoi entre. En fait, ça n'a rien à voir avec de l'e-commerce classique. C'est assez compliqué. C'est pour ça qu'en fait, il y a des solutions qui existent. Nous, par exemple, avec Spray, on a on utilise toujours la même solution qui est Origami, qui est une des principales solutions pour faire des marketplaces. Et donc, en gros, on vient la plugger sur n'importe quel CMS ou n'importe quel site from scratch. Et ça permet, en fait, justement, d'avoir toute cette base technique, on va dire, nécessaire à une marketplace. Ça permet également d'avoir de tout ce qui est législation, il faut y penser, c'est important, mais en gros, les législations des ventes, des vendeurs, des marketplaces, etc., évoluent tout le temps. Donc, c'est plus intéressant d'avoir une solution, à mon avis en tout cas, d'avoir une solution type SaaS que d'avoir une solution propriétaire. Quand vous êtes propriétaire de votre solution, vous la développez, déjà le coût n'est pas le même, c'est un coût qui est très élevé, et ensuite il faut la maintenir. Quand vous avez une solution tierce et tout est déjà fait, les mises à jour sont faites, les mises à jour en termes de législation sont faites aussi, et évidemment, le fait que ce soit plugué à plein d'outils. On parle de génération de bordereaux, d'autres éléments, mais en fait tout ça, c'est pas des choses qu'on invente. En fait, c'est plutôt des outils sur lesquels on va se connecter, comme vous utilisez un CRM, comme vous pouvez utiliser, je sais pas, Salesforce ou autre, en bordereaux comme vous pouvez utiliser Boxtal ou SendCloud. En gros, à chaque fois, on prend tous les outils qui peuvent être utilisés, on les plug et on peut réutiliser les solutions. Au niveau des must-have, je passerai rapidement aussi sur encore une fois, une marketplace C2C ou même B2B ou B2C en soi, c'est pas la même chose qu'un site e-commerce classique. Ça veut dire qu'il va falloir penser une expérience utilisateur qui n'est pas uniquement liée à l'achat, mais qui est également liée à l'offre et en fait à la vente, c'est extrêmement important, qui est liée à l'échange entre les deux, qui est liée au service que vous proposez. Donc en gros, il est très important de se concentrer sur son unique suivi, beaucoup plus encore, moi je trouve, que sur un site e-commerce. Il va falloir avoir une messagerie qui marche très bien. Il va falloir avoir un système en fait de sécurité qui va vous permettre justement de faire attention dans la messagerie et d'essayer de pallier un maximum à toutes les arnaques qui peuvent avoir lieu. Il va falloir également tout ce qui est vérification, KYC, etc. Il faut également, on parlait des communautés, mais il faut que vous ayez identifié vos communautés, il faut qu'elles soient actives, il faut qu'elles soient assez grandes. C'est elle qui va nourrir votre marketplace. Et après, tout ce qui va être marketing, communication, pareil, bon, je pense que là, tout le monde est plutôt au courant, mais dans une marketplace ou dans un site e-commerce, on met autant d'argent dans sa tech que dans son marketing. En fait, il faut donner toutes les chances à son site ou à sa marketplace de fonctionner. Et c'est ce qu'on répète à chaque fois à tout le monde et à tous les clients. Même si l'idée est incroyable, si personne sait que vous existez, ça sert à rien. Personne va aller sur la marketplace. Donc en fait, il est extrêmement important de se concentrer également sur tout ce qui est com. Pour terminer, sur les bonnes pratiques, l'offre, contrairement à un site e-commerce classique, il n'y a pas que des acheteurs, il y a des vendeurs. Qui dit vendeur dit offre. S'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas d'acheteur. S'il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas d'offre. En fait, donc en gros, vous avez double travail. Vous n'allez pas juste chercher des gens qui vont venir acheter des produits sur votre site, mais vous allez devoir aussi également venir chercher des gens qui vont vendre des produits sur votre site. Et c'est pas pour rien que Vinted, et tout le monde a vu cette pub, et ça fait des années et des années et des années que c'est cette pub. C'est pas venez acheter nos produits sur Vinted, ils sont pas chers. C'est tu ne le portes pas avant eux. Parce que ce qu'ils veulent, eux, c'est de l'offre. Ils l'ont compris dès le départ. Le nerf de la guerre, c'est l'offre. Voilà. Et je passe le micro à Thomas, notre ami animalier. Qui ne pouvait pas s'empêcher de ne pas parler des hérissons. Oui, les hérissons, voilà, c'est mon sujet favori, ils sont beaucoup trop beaux. Non, en réalité, c'est que tout ce qu'on vient de vous dire, c'est que finalement, c'est ce qui va vous permettre de résoudre le dernier frein à la création d'une marketplace et à la fédération d'une communauté autour de cette marketplace. Parce que si on dit offre, on dit choix. Si on dit choix, on dit acheteur. Si on dit acheteur, on dit évaluation. S'il y a des évaluations,
il y a de nouvelles offres, il y a donc de nouveaux acheteurs, il y a donc de nouvelles évaluations, etc. Un cercle vertueux qui dit donc crédibilité et confiance. Et pourquoi les images des hérissons? C'est pas juste parce qu'ils sont l'un à côté de l'autre et heureux, c'est que vous êtes peut-être familier avec le dilemme du hérisson. Peut-être que vous ne l'êtes pas, mais bon, on est en hiver, et en hiver, les hérissons, les jeunes hérissons qui viennent de naître, il y a peu, ont froid. Voilà. On va tous pleurer, hein. Ah oui, là, le but, c'est de vous tirer quelques larmes ce matin. Et la réalité, c'est qu'en fait, leur corps, voilà, bon, ils sont pas faits pour la vie, je sais pas. En tout cas, leur corps n'est pas adapté pour la résistance à un tel froid. Et du coup, il existe pour eux deux options. Soit ils prennent le risque de se coller les uns aux autres, mais donc potentiellement de se piquer, et donc de s'infecter et de mourir. Attention les larmes. Soit ils décident de ne pas se coller les uns aux autres, et donc de ne pas se faire mutuellement confiance, et donc de rester séparés, et donc risquer de mourir de froid. Bon, finalement, ça va, il existe encore des hérissons, ça, tout va bien. Mais c'est simplement que ce phénomène, ce dilemme auquel le hérisson fait face, c'est le dilemme auquel font face les acheteurs d'une marketplace et les acheteurs de manière générale. C'est-à-dire, est-ce que je veux faire confiance à une tierce personne qui n'est pas une entreprise, qui est donc voilà, Sarah, qui va me vendre un pull? Est-ce que je veux vraiment avoir ce pull? Est-ce qu'il n'y a pas un trou à l'intérieur de ce pull? Est-ce qu'elle va pas simplement me piquer mon argent? Attention, le jeu de mots hérisson. Si je peux me permettre, tu peux me faire confiance. Si je prends un pull. Oui, je pense, mais bon, sait-on jamais. En tout cas, votre objectif à vous, c'est de résoudre ce frein. Et l'avantage que vous avez dans l'atteinte de cet objectif, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que certains d'entre vous sont des marques ou des entreprises. Si vous êtes une marque ou une entreprise déjà bien établie, ou en tout cas qui a une crédibilité, qui est une caution de confiance, le fait que vous lanciez la marketplace et que vous vous en portiez garant de son bon fonctionnement, et d'ailleurs le bon fonctionnement en soi, c'est, comme le disait Mathias, c'est relativement facile à mettre en place si on est bien accompagné, vous avez l'avantage de résoudre ce dilemme là où des pure players qui pourraient vous piquer la place, entre guillemets, et donc être les premiers à se lancer dedans, n'ont pas cet avantage. D'où le parallèle avec ce fameux dilemme du hérisson. Voilà, je m'arrête là pour le moment zoologie. Et... Non, mais je crois qu'on est au bout. Juste pour rebondir sur ce que disait Mathias tout à l'heure par rapport au fait de, effectivement, entre guillemets, mettre autant de budget dans la communication que la marketplace. Alors oui, tout est relatif, mais en tout cas, oui, c'est important de faire savoir, puisque forcément, il y a quand même des concurrents qui sont bien installés. Et dans l'idée, là, on parle vraiment de niche. Et si je donne un exemple sur lequel on a pu travailler, c'est la plateforme marketplace Cycli, qui est en collaboration avec Chris, qui a fait une campagne télé cette année, je crois. Ouais. Que vous avez peut-être vu, où c'est une marketplace de lunettes, donc solaire certes, mais aussi de vue. Et en fait, c'est là où on voit les opportunités que les marques peuvent déceler, c'est-à-dire qu'au-delà de cette marketplace qui permet du coup d'acheter, de vendre ces lunettes de vue, des montures qui sont plus utilisées, il y a un lien avec Chris pour prolonger l'expérience et aller en magasin pour remettre à sa vue ou tout simplement resserrer les lunettes, etc. Donc il y a finalement un achat en physique, une création de business en digital qui se prolonge dans le physique. Et c'est ça aussi qu'il faut retenir. Et c'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui avec nos clients. C'est que les opportunités, elles sont partout. Ça peut être du déstockage de stock pour les entreprises, les marques. Ça peut être faire venir en magasin grâce au business qui est mis en place pour la monétisation, etc. Donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir. C'est ce qu'on avait envie de mettre en lumière aujourd'hui autour de la vintagisation et de la marketplace. C'est celle des marchés de niche finalement qui sont un peu en train de se propulser en ce moment et au lieu de s'adresser à un grand public, et ben justement ces marketplaces, ces personnes qui vont se lancer vont aller sur des communautés d'intérêt qu'on a un peu expliqué, mais qui nous semblait vraiment essentiel pour comprendre la démarche aujourd'hui de ce qui nous anime, des communautés qui sont solides, qui sont engagées. Pour donner un autre exemple, tu en as parlé, les vélos, mais c'est Bikid pour qui on a fait l'application Marketplace aussi, qui est voilà, autour des vélos
Alors, je sais pas si on dit des vélos de luxe, mais en tout cas, ils me paraissent très chers. Il y a tout ce que- Premium, ouais. Mais l'idéal pour moi, télécharger, elle est sur Android et iOS, vous tapez Bikekit et vous téléchargez. C'est un des leaders Oui, voilà. avec Bicycle, c'est 2 leaders sur le monde du vélo en seconde main. C'est un très gros marché. Et comme ça vous permettra de voir à la fois à quoi ça ressemble et également ce que nous on fait. Du coup, je vais m'arrêter parce que je vois que l'heure tourne. Si vous avez des questions,